Quand vous dites que je connais une personne, qu'entendez-vous habituellement? Ça veut dire que vous pouvez reconnaître cette personne dans un alignement de police? Est-ce que cela signifie que vous connaissez l'histoire de cette personne d'un jeune âge jusqu'à présent? Est-ce à dire que vous savez que cette personne est capable de faire? Ou comment est-ce qu'il va réagir dans une certaine situation? La plus courte réponse est tout cela sont des formes de connaître une personne, mais le dernier est probablement le plus important. Ça veut dire avoir la capacité de prédire comment une personne va réagir dans certaines situations. Mais la prédiction du futur comportement et en général le chemin dans la vie d'une personne enfonce dans deux grands problèmes. Premièrement, l'être humain est un mécanisme si compliqué que la connaître assez bien pour faire des prédictions nécessite beaucoup de temps. Et seconde, les conditions futures à qui l'individu va réagir changent très souvent et continuellement. Mais tout n'est pas désespéré. Ce qu'on peut connaître sont des fractions des caractéristiques psychologiques d'une personne pour relativement petite tranche de temps, des semaines ou des mois plutôt que des années, et plus important dans une gamme relativement étroite de situations sociales. Oui, il y a des traits de personnalité durable, des compétences stables en temps qui peuvent être reconnues chez un individu pendant toute leur vie. Si vous rencontrez une personne après 20, 30 ans, même s'ils ont changé physiquement, la plupart du temps, vous aurez le sentiment de familiarité. Souvent, même quelques minutes après il ouvre sa bouche pour la première fois. Vous pouvez reconnaître quelques-unes des caractéristiques de cette personne comme étant toujours présentes, même après des décennies. Mais il n'y a rien de fixe qui ne peut pas être modifié quand on parle de la personnalité d'un individu. Quand même, il n'y a rien de fixe de l'apparence de quelqu'un. Transformations étonnantes du physique se produisent tout le temps, à la suite de maigrir ou grossir, avoir un style de vie sédentaire ou très athlétique, ou aussi comme le résultat de la cause la plus fréquente de tous les changements, tout simplement le passage du temps. De la même manière que les changements physiques, de l'apparence, la personnalité, les compétences, les croyances, les perceptions sont également pas rigides, figées dans le temps. Par conséquent, vous pouvez connaître assez bien comment une personne a été et est en présent, plutôt que de prédire comment cette personne va être à un certain moment dans l'avenir. Disons que vous prenez au hasard une personne qui est un parfait inconnu pour vous, mais à laquelle vous avez accès et il est prêt à répondre honnêtement à toute question que vous lui posez. Qu'allez-vous demander pour pouvoir dire après 1, 2, 3 ou 100 heures de parler avec lui que vous le connaissez? À qui d'autre voulez-vous parler? À sa mère, à son conjoint, ses enfants, son employeur, son docteur, son psychiatre? Comme vous le voyez, cette question simple, qui est Monsieur John Galt, éclate dans un processus sans fin, impossible à gérer. Cela m'a frappé quand je lisais sur un célèbre poète comme vu par un critique littéraire. J'ai découvert d'où les idées de certains de ses poèmes sont venues. J'ai appris quelque chose sur le processus de réflexion qui a conduit à certains de ses vers célèbres. Ensuite, j'ai lu sa biographie écrite par un historien. Là, j'ai découvert qu'il était financièrement cassé la plupart de sa vie, qu'il n'a jamais été marié, n'a pas eu aucune relation stable, qu'il est mort de syphilis dans un établissement psychiatrique. Qui était cet homme? Le génie que le critique littéraire l'ont déclaré, un homme échoué qui ne pouvait même pas se soutenir, quelqu'un avec un caractère si désagréable qui ne pouvait même pas former des relations durables avec aucun de sa génération. Donc, quelque chose que je ne saurais jamais et qui est probablement l'aspect le plus important de connaître une personne, resterait éternellement inconnaissable puisqu'il est mort d'un siècle auparavant.
Ça veut dire, je vais jamais savoir si je l'aurais rencontré. Est-ce que j'aurais été impressionné par son intelligence? Ou peut-être je n'aurais jamais deviné que sa célébrité va s'étirer pendant des décennies et même s'amplifier dans ce temps. Afin d'assurer que vous n'allez pas être encore plus confuse sur cette question après avoir vu cette émission que vous étiez avant, je vais réduire ce vaste sujet au minimum. Connaître une personne est la même que connaître toutes les autres réalités qui vous entourent. Vous définissez l'objet de votre intérêt, vous mettez ce objet dans une série de cadres de référence. Prenons une situation très simple, comme par exemple ce qui se passe quand vous trouvez un morceau de matériel que vous ne pouvez pas identifier. D'abord, vous utilisez le cadre de référence physique, couleur, forme, taille, dureté, point de fusion, la densité. Ensuite, vous utilisez le cadre de référence chimique, tel que le pH, cela signifie l'acidité, la structure, soit élémentaire ou composite, organique ou inorganique. Il y a beaucoup d'autres cadres de référence, mais je vais m'arrêter ensuite à celui qui est le plus important, le cadre de référence de moi-même. Comment cette pièce de matériel se réfère à moi-même? Cela signifie, que puis-je faire avec ce morceau de matériel? Comment vais-je interagir avec ça? Est-ce que ça va m'aider à atteindre certains objectifs ou va me faire du mal? Dans quelles conditions elle peut m'aider? Dans quelles conditions peut-il me nuire? On va utiliser le même principe à la connaissance de l'individu. Ici, il y a une multitude de cadres de référence. Cadre de référence historique, l'un des plus couramment utilisés. Dites-moi l'histoire de la vie d'un individu et je vais me sentir comme si je le connais. Il y a un problème quand même. Une grande partie de savoir quelque chose est la valeur prédictive de vos connaissances. Et qui n'a jamais entendu du cliché « meilleure prévision du futur comportement est le comportement passé ». C'est un raccourci heuristique qui aide autant qu'il dommage la pensée. Premièrement, il y a un énorme problème quand ce cliché, le comportement passé prédit le comportement futur, déclenche un autre cliché, autoprophétie épanouissante. Si vous croyez en premier, vous activez le deuxième, et vous misez en branle un cercle vicieux. Supposons que vous embauchez quelqu'un. Vous avez entendu que la personne a fait une très bonne impression dans ce travail passé. Vous êtes un croyant en la notion que le comportement passé est le meilleur indicateur du comportement futur. La prochaine chose qui se passera, si vous embauchez cette personne, vous désirerez fortement que votre petite théorie a marché. Et ça vous fera plus susceptible d'apprécier sa performance comme exceptionnelle. Et pas seulement ça. Si vous traitez un employé comme s'il est exceptionnel, il y a une bonne chance que l'employé va commencer à jouer ce rôle. Vous forcez d'une façon que cette personne commence à jouer le rôle que vous attendez de lui. Donc, comportement passé prédit le comportement futur ne fonctionne qu'à mesure qu'il obscurcit votre objectivité et que vous, comme l'observateur, sans même le savoir, forcez l'observer de jouer le rôle que vous avez envisagé pour lui. Ensuite, il y a un autre gros problème. Si le comportement passé prédit le futur comportement, il y aura peu de surprises dans l'existence des gens. Vie serait particulièrement linéaire et peut-être même ennuyeux. Les gens vont marcher lentement le long de leur chemin dans la vie, feront surtout ce qu'ils ont fait tout le temps. Mais cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité. La vie est comme une marche aléatoire. Mince, on a complété le cercle. La vie est comme une marche aléatoire et presque équivalent à dire la vie est comme une boîte de chocolat. Je baisse mon intelligence, on allait voir. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de marche aléatoire, il est une autre façon de caractériser un processus qui ne peut pas être prédit. Imaginez une personne qui tire à pile ou face.
Cette personne fait un pas en avant si pile ou il fait un pas en arrière si face. Il n'existe aucun moyen de savoir où est-ce qu'il va être à un certain moment dans l'avenir. 100 pieds en avant, 3 pieds en arrière, impossible de le savoir. Pour illustrer la façon dont cet avenir est aléatoire, imaginez la situation suivante. Disons que nous regardons un match de foot entre deux équipes de force égale. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver dans quelques minutes ou en quelques heures à partir de maintenant. Nous ne pouvons que décrire ce qui s'est passé jusqu'à là et ce qui se passe dans le présent. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer, même si tout le reste de ce contexte demeure le même, comme par exemple la météo, les joueurs sur le terrain que chaque équipe utilise, l'arbitre. Si vous considérez que tous ces éléments peuvent changer et leur effet sur le résultat du jeu est très difficile à estimer, vous pouvez voir pourquoi paris sportifs sont considérés jeux de hasard. Mais tout n'est pas perdu. Même dans de telles circonstances obscures avec multiples causes, vous pouvez toujours savoir les probabilités pour un événement ou un autre à se produire et trouver une prévision qui ne sera jamais une certitude, mais une probabilité. Il y a 4 théories que vous devez accepter afin de devenir un bon juge de caractère. Premièrement, vous devez vous débarrasser de ce concept que vous pouvez savoir quelque chose, n'importe qui. Remplacez ce avec une vue probabiliste sur ce qui est connaissable. Par exemple, si dans le match de football entre Paris Saint-Germain et Evian TG, vous ne savez pas avec certitude ce qui va arriver, mais vous pouvez compter avec une très forte probabilité d'un avenir dans lequel le Paris Saint-Germain vont gagner. Désolé si j'ai offensé les supporters d'Evian TG. En seconde, tout a une multitude de causes, et la recherche d'une cause unique de tout ce qui se passe avec un individu est inutile. Vous devrez chercher un ensemble de causes, et même mieux, vous devrez classer cette liste dans l'ordre de leur contribution au résultat final. Ça, c'est une bien meilleure méthode. Troisième, tout ce qui se passe est le résultat d'une interaction parmi un acteur et ses circonstances. Vous ne devez même pas entamer à prédire le futur comportement d'une personne avant que vous savez quelles sont les conditions dans lesquelles cette personne va agir. Le célèbre et, à mon avis, défectueux Stanford Prison Experiment a prouvé que n'importe qui peut se transformer en personnage les plus improbables s'ils sont mis dans spéciales circonstances. Encore une fois, j'ai fait une bêtise. Je viens d'utiliser une étude mal menée pour justifier une vérité fondamentale. Et ça peut compromettre la même vérité que j'essaie d'éprouver. Quoi qu'il en soit, on doit résister à la tentation de devenir trop philosophique à ce sujet. Et quatrième, vos croyances et vos attentes vont pousser le futur dans la direction où vous le voulez qu'il aille, ou de moins va influencer l'interprétation de ce futur dans la direction que vous désirez. Ainsi, considérez ce élément lorsque vous essayez de faire des prédictions et surtout lorsque vous prenez des décisions basées sur ces prédictions. Si vous êtes un proche participant à la déroulage des événements, vous avez une chance beaucoup plus élevée de mouler l'avenir la façon dont vous voulez qu'il soit. Quand même, de plus vous êtes investi dans un certain résultat, de plus vous devez demander que d'autres interprètent ce résultat pour vous, quand vous décidez si vos prédictions ont ou pas devenu réalité. Alors, que faisons-nous dans cette situation? Comment allons-nous sortir de cette incapacité apparemment désespérée de faire aucune prédiction de le comportement d'une personne? Comment pouvons-nous jamais connaître n'importe quoi de l'avenir? Mais si nous allons encore plus loin dans cette ligne de pensée, pourtant, quelle est la valeur de prévoir le comportement de des gens autour de soi?
Même en étant conservateur, prédire le comportement d'autres personnes est la prédiction la plus importante de la vie. Parce qu'en général, nos vies sont façonnées le plus, pas par les éléments de la nature, pas par le mouvement des planètes dans le ciel comme l'astrologie y croit, pas par les plantes ou les animaux, mais par nos confrères humains. Doucement, monsieur, ne commencez déjà à casser votre tête pour trouver des preuves contraires avant que vous me permettrez de souligner à nouveau que cette déclaration est valable en moyenne. N'importe qui peut venir avec des exemples prouvant que les conditions météo, les plantes ou les animaux ont eu dans certains cas une plus grande influence sur un certain individu que d'autres êtres humains. Mais la preuve que nos vies sont façonnées principalement par d'autres êtres humains est très simple. Si une personne serait née sur une planète exactement comme la nôtre, mais différente dans un seul aspect, aucun d'autre être humain sur cette planète, cette personne ne deviendra pas un être humain. Son développement ne progressera pas au-delà du stade d'animal, peut-être stade simien, mais certainement la personne n'aurait pas les caractéristiques humaines comme langage, vie intellectuelle, empathie. Même s'il est fourni avec tout ce qu'un être humain a besoin pour survivre biologiquement. Donc, nous avons découvert que connaître une personne est en fait le pouvoir de prédire sa attitude, ses croyances, ses perceptions et ses actions dans une série de circonstances assez larges pour inclure ce qui se produisent le plus souvent. Pour prédire le comportement prochain, vous devez aussi connaître les caractéristiques de l'individu ainsi que les circonstances qu'il va faire face dans le futur. Le plus simple est de regarder dans le passé récent pour des situations semblables à celles que l'individu devra faire face à l'avenir et de découvrir son comportement dans ces situations. Cette étape est l'endroit où la plupart des employeurs qui tentent de définir l'aptitude d'un employé échouent parfois lamentablement. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'aucun emploi est exactement le même. Chaque emploi, même impliquant apparemment la même tâche, sera sensiblement différent. Parce que chaque travail implique différents collègues, différents patrons, différents systèmes de motivation, ils fréquemment échouent de comprendre que ce qui s'est passé plus de quelques années auparavant ont une validité diminuante pour ce que va se passer dans le futur. En un mot, il faille de reconnaître que le dicton, le comportement passé, prédit le comportement futur, ne fonctionne que pour des tronçons de temps limités. Si les employeurs ne trouvent pas la preuve d'un travail assez récent similaire avec le travail qu'il offre en présent et dans lequel l'individu a eu de bons résultats, il évite généralement l'embauche de cette personne. À la suite de cela, les demandeurs d'emploi feront sûr que l'employeur est alimenté de la bonne information. Emploi dans le passé devient semblable à celui qui est recherché dans le présent. La performance est embellie, si nécessaire, ancienne mais favorable information est soulignée, mise en évidence et portée en avant, tandis que l'information compromettante est baissée et minimalisée. Et puisque nous parlons de cette course d'armement, de mesures et contre-mesures, nous allons ensuite parler d'un problème très important. Comment essayer d'extraire l'information pertinente des individus qui sont très investis d'influencer votre opinion dans une certaine direction. La situation prototypique est le système de justice. Quand on sait qu'une enquête a le pouvoir de distribuer une punition, toutes les informations que vous allez fournir seront tentées par le désir d'échapper, la punition. Même le rejet d'une demande d'emploi est un châtiment digne de grands efforts de l'éviter. Ce qui signifie faire tout ce qui doit être fait afin d'obtenir le poste. Donc, vous pouvez voir comment le jeu est devenu soudainement
beaucoup plus compliqué. Nous avons maintenant parlé de stratégie à extraire la vérité d'une personne qui peut avoir des raisons de le cacher. Et ceci est un autre sujet énorme que je dois passer, mais le moins que je puisse faire est de le présenter à votre attention. La tromperie peut venir dans une large gamme de gris à partir de mensonges purs et simples jusqu'à la vérité pure et simple. Le système judiciaire est pratiquement un champ de mine de mensonges, de vérités et toutes les nuances dans l'intervalle. Par opposition au marché d'emploi et le système judiciaire, où les choses sont plus calculées et étudiées. Dans le reste de nos interactions avec les autres, bien que les mensonges, les exagérations ou les embellissements sont fréquents, ils sont plus aléatoires, moins planifiés. Mais un manque total de gagne secondaire est impossible, même dans les interactions les plus simples, apparemment dépourvues de toute gagne ou perte. Aucune personne interagit avec un autre être humain s'il n'y a pas un but. Très souvent, le but peut être tout simplement le plaisir de l'interaction elle-même. Juste avoir une conversation peut être assez agréable pour justifier faire un effort de la prolonger. Et même ça peut devenir la source de distorsion. Alors, que nous avons appris jusqu'à présent? Connaître une personne signifie prédire son comportement. Pour faire une prédiction, on doit connaître le passé d'une personne et les conditions qui vont être présentes à un certain moment dans l'avenir, pour lequel nous faisons la prédiction. Connaître le passé d'une personne se fait principalement à l'aide de la même personne dont le comportement nous essayons à prévoir. Et puisque personne n'interagit avec un autre sans aucun objectif, ce processus de collecter d'informations est susceptible de sérieusement contaminer les informations que nous sommes fournies. En même temps, le contexte dans lequel nous définissons un comportement futur peut changer de façon imprévisible et peut ne pas ressembler autant les hypothèses que nous utilisions quand on faisait la prédiction. Nous ajoutons à cela l'idée que de plus nous désirons un résultat et de plus nous sommes proches du fil des événements, de plus nous sommes susceptibles de façonner cet avenir selon nos attentes ou au minimum de l'interpréter, l'avenir, selon les prédictions que nous avons faites. Le plus notre désir d'un certain avenir est grand, le plus nous sommes susceptibles de se mentir en déclarant à nous-mêmes que cet avenir particulier s'est réellement passé. Nous avons également établi que la prévision du comportement de nos confrères humains est l'une des tâches les plus importantes de notre vie. Notre bonheur et parfois notre survie dépend de notre habileté à cette tâche. Et malgré ces graves problèmes avec ce type d'exercice, nous ne cessons pas à faire des paris sur cette prédiction. Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est comme Black-Scholes formula. Un aperçu très intelligent sur la façon dont le marché des contrats à terme et d'options fonctionne, mais en aucun cas ayant le pouvoir de diminuer le niveau d'incertitude dans ce marché. Une leçon qui a coûté beaucoup d'argent et un grand nombre d'investisseurs et le gouvernement américain lorsque le Long-Term Capital Management s'est effondré en flammes. Et non, je suis désolé, mais je ne veux pas expliquer ce que signifie cette référence. C'est pourquoi nous avons Google, n'est-ce pas?